sinon, il faut le mettre à l'entrée. Là, c'est pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Si tu peux. Voilà, c'est bon ça? C'est super beau. Ouais, merci beaucoup. C'est bien ça. Bon, super. C'est calme du coup par rapport à... Ah, c'est pas mal, hein? Il y a une effervescence dehors et là on arrive, tout calme. Tu vas commencer l'activité? Tu lances l'activité comme c'est sur le... Non, je n'ai jamais fait. Ah, c'est ça qu'on aurait dû voir avant. Tout à fait. Je peux le faire. Tu peux le faire en même temps. Il est où? Tu peux me garer avec toi. Tu lances le meeting. Tu t'es connecté au nouveau ou pas? Moi, je me suis pas. Moi, perso? Tu t'es connecté à celui-là? Non. Il faut que tu Non, mais ça, c'est ton compte à toi, ça. Ouais, mais donc il faut que tu animes le nouveau. On a fait un troisième. Oui, j'ai mis à 0. D'accord. Bah non quoi, tu bouteilles en verre, hein. Là, ils vont Non? voir Tu veux le la retour? question. Et après, tu mettras plus d'attente pour... La réponse, c'est ça à la fin. Mais c'est... Non, non, Fais du déchet à tu poses gogo des là. questions. Donc en fait, quand on va démarrer, ça c'était juste une question en attente. Quand on va démarrer, après tu lanceras la Je comprends pas. question. C'est vrai, ça c'est vrai que j'aurais pu. En fait, J'ai pas ma gogo. ici là t'as les activités, Ouais. tu vois. Après t'as une première action et après là On va lancer, la carafe en verre au salon Produits Durables. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, ça pourrait être pas mal, une petite carafe en verre. Ok. Là, je m'en veux parce que du coup je l'ai ouverte. Ça y est, hein, voilà, ça a l'air. Voilà, au lieu d'avoir ma gourde que j'ai sur mon stand. Merci Jean-Baptiste, heureusement que tu relèves. C'est vrai. Toi aussi, on est deux. Chouette. Qu'est-ce qu'on fait? On peut lancer? Ça marche? Oui, ça marche. Ça marche. Et là, ça marche aussi. Oui, c'est fabuleux. La technique marche. Impeccable. Alors, on commence donc peut-être, il est l'heure. Un grand merci à vous d'être aussi nombreux. On a dû faire quelques frustrés. On s'en excuse vraiment d'avance. Plus de 140 inscrits pour notre atelier. Cet atelier, en fait, c'est pas le nôtre, mais c'est l'atelier qui concerne tout le monde ici présent. Donc, un grand merci. Je suis Alexandra Nelken, cofondatrice avec Laurent d'Exalt You. On va se répartir en 2 temps. Je vais être très courte puisque je vais me challenger en vous disant qu'en 35 secondes exactement, je vais vous faire le pitch d'Exalt You, parce que c'est pas à peine qu'on raconte notre vie. Et puis, donc je vais donner la parole à Laurent. Et puis, nous avons donc Laurent qui est associé et certifié coach manager 3.0 sur l'agilité. Et nous avons le plaisir et l'honneur. Céline, si tu veux enlever ton masque pour qu'on te voit avec ton chelou sourire, c'est avec plaisir. Voilà, l'honneur de vous présenter, d'avoir à notre table Céline Rigaudy, une des associées de la société Commerceau, qui jusqu'à présent, on peut le dire, était directrice commerciale et qui aujourd'hui, si tu veux nous présenter un peu ta fonction juste en quelques minutes. Donc, Commerceau, ça veut dire commerce solidaire. Nous, on intervient dans tout ce qui est valorisation des invendus. Et donc, je suis
une structure de 40 personnes. Je suis donc associée, directrice commerciale et en train de basculer sur directrice RSE. Merci beaucoup. Et Jean-Baptiste Tissier, qui est notre expert RSE, qui fait partie de la communauté des Exaltants. Et ça me donne l'occasion de faire la transition avec les 35 secondes du pitch d'Exalt. Exalt You est un collectif de coachs engagés dans la responsabilité de l'entreprise et spécialisé dans l'innovation managériale et le design organisationnel. Donc vous êtes dirigeant, dirigeante, vous êtes directeur, directrice d'un service et vous souhaitez avoir des équipes plus motivées, plus responsables, bref, plus engagées. Grâce à un dispositif d'accompagnement alliant coaching opérationnel et ateliers formatifs et participatifs, vous passez d'un management pyramidal à un management plus responsabilisant, autonomisant. L'objectif ? Relier épanouissement personnel, performance collective et impact environnemental positif. Merci beaucoup pour votre attention. La parole est à toi, mon cher Laurent. Bonjour à tous. Merci Alexandra. Donc peut-être quelques convictions avant de démarrer. On a l'habitude de faire ça avec nos clients et si on ne partage pas les mêmes convictions, on leur dit qu'on ne sera sûrement pas le bon partenaire pour eux. On en a choisi quelques-unes, mais je pense qu'elles sont significatives. La première, c'est qu'on considère que l'entreprise peut être un lieu de vie, de respect et d'accomplissement pour les salariés. Bon, je pense que vous serez d'accord jusque-là. Que la performance va naître de l'épanouissement des hommes, avec un grand H, des hommes et des femmes de l'entreprise. Que la responsabilité sociétale de l'entreprise devrait être au cœur de la stratégie. Que les dirigeants ont tout intérêt à donner le cap et à laisser leurs équipes décider du comment. Donc les dirigeants doivent se focaliser sur le quoi et le pourquoi et laisser leurs salariés s'occuper du comment. Que la transparence est un prérequis de l'autonomie. Si les dirigeants veulent développer l'autonomie des personnes, ils doivent partager les informations clés de l'entreprise. Que ce sont ceux qui font, qui savent, ceux qui font du lean connaissent bien ce point-là, et que ça c'est le commandant Marquette qui disait ça, un commandant de la marine américaine, qui disait si vous gardez le contrôle, vous aurez des suiveurs. Par contre, si vous arrivez à donner le contrôle, alors vous aurez une chance de créer des leaders. On aime bien ces aspects-là, on essaie de suivre ça dans tous nos accompagnements. Et si les dirigeants qu'on accompagne ne partagent pas ces convictions-là, alors clairement, on sait qu'on aura du mal après. Alors notre raison d'être, puisqu'on va parler de raison d'être, alors autant commencer par soi, issu d'un processus d'émergence qu'on vous présentera très brièvement, c'est éveiller les consciences et développer la responsabilité des entreprises. Clairement, c'est notre mission. Et parce qu'on souhaite tout simplement inspirer et transformer le monde à notre échelle. Donc c'est tout un programme, on s'y emploie. Pour cette intervention, je voudrais juste vous présenter les 3 étages de la fusée. En gros, d'abord, à quoi sert une raison d'être et vous montrer qu'il est très facile de se tromper. Donc je vous donnerai quelques exemples et puis vous serez juge. Vous me direz si ça vous semble perfectible ou pas. Également savoir d'où on part et évaluer son niveau de maturité. Il y a déjà eu plusieurs conférences sur ce sujet-là. C'est intéressant d'identifier les enjeux principaux de l'entreprise et plus que ça, d'arriver à identifier quel est son niveau de maturité sur chacun de ces enjeux. Donc on vous montrera un outil qu'on a développé sur la base notamment des travaux de Frédéric Laloux, qui a écrit le livre Inventer les organisations. Et enfin, puisque c'est un peu quelque chose en tout cas qui nous tient à cœur et qui peut faire notre différence, c'est que c'est notre capacité à embarquer les équipes, c'est-à-dire très rapidement laisser le COMEX, le CODIR décider du quoi et du pourquoi, en tout cas s'exprimer sur le quoi et le pourquoi, mais laisser les équipes se positionner sur le comment et donc définir le chemin pour pouvoir atteindre les résultats qu'ils peuvent donner. Donc on verra ça, et donc c'est à cette occasion-là que Céline, ici présente, vous donnera l'exemple d'un séminaire qu'on a pu réaliser pour Commerceau, qui était en fait un semi-hackathon. Donc voilà, on verra à quoi ça peut ressembler. Alors, premier point, juste pour illustrer en fait d'où on part. On part de Milton Friedman, un des économistes les plus influents du XXe siècle, c'est ce qu'on peut lire dans sa biographie. Et donc Milton Friedman disait que la seule raison d'être des entreprises consiste simplement à réaliser des profits. Et c'est tout. Alors on pourrait presque rajouter en fait quoi qu'il en coûte, quoi. C'est-à-dire clairement ça peut se faire au détriment
de l'environnement, interne ou externe, hein, les hommes dans l'entreprise ou la planète, ça ne posait pas vraiment de problème. Il y en a encore à qui ça ne pose aucun problème. Et donc, c'est un peu l'origine ou la genèse du titre de cette conférence, puisqu'on dit la RSE doit disparaître. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'en fait, on considère qu'il faut tout simplement changer de paradigme. C'est-à-dire qu'on parle de RSE parce que, tout simplement, les entreprises en arrivent encore à prendre des décisions qui sont irresponsables. Et donc, il faut développer leur responsabilité. Et donc, la RSE sert à ça. L'intérêt d'une raison d'être, telle qu'elle a été inscrite dans la loi Pacte, hein, mesure numéro 3, qui consiste à repenser la place de l'entreprise dans la société et qui permet à des entreprises de se positionner comme des sociétés à mission et donc d'inscrire leur raison d'être dans leur statut, c'est que ça engage la responsabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre raison d'être est dans vos statuts, clairement, vous prenez un engagement. Et donc, à partir du moment où vous appliquez ça, forcément, vous devenez plus responsable sur le principe. Et donc, en fait, en rajoutant du bon sens, logiquement, les RSE devraient disparaître progressivement à mesure que les entreprises deviennent de plus en plus responsables. Alors, quel peut être l'intérêt d'une vraie raison d'être ? Je mets de vrai entre guillemets, parce qu'on verra qu'il y a des raisons d'être plus ou moins pertinentes et plus ou moins porteuses de sens. D'après vous, est-ce que quelqu'un a une idée ? Quel peut être l'intérêt d'une vraie raison d'être dans l'entreprise ? Donner du sens ? Oui, très clairement. En fait, on va parler de boussole stratégique, hein, c'est-à-dire clairement, ça va donner la direction à l'entreprise, ça va influencer ses activités, ça va fournir des critères d'arbitrage. Est-ce que je sers ma raison d'être ou pas en faisant ça ? Autre chose ? En quoi ça peut aider à la cohésion de l'équipe ? Alors c'est vrai que c'est difficile de voir qui parle. Levez la main si vous... Oui ? Avec les masques. Ouais, donc déjà dans la co-construction, effectivement, c'est un super moment de cohésion. Et puis ça permet de fédérer les gens autour d'une vision commune, une raison d'être commune en tout cas. Tout à fait. Ça permet aussi de reconnecter la RSE à la stratégie business de l'entreprise, qu'il peut encore y avoir un grand écart entre la RSE qui peut être considérée comme une obligation réglementaire. Alors là, non, c'est pas vrai, il faut que je me fasse une charte RSE. Je ne sais pas quoi mettre dedans, les dirigeants n'en ont parfois même pas connaissance, etc. etc. Donc c'est bien de reconnecter la RSE à la stratégie business et d'intégrer l'ensemble des parties prenantes, évidemment, dans cette démarche. Et évidemment, elle n'a de sens que si elle sert de clé de voûte à un véritable projet stratégique à long terme. D'accord ? Donc clairement, elle doit être connectée à la stratégie business de l'entreprise. Alors, il y a quelqu'un qui a travaillé sur ça, sur cette connexion, en fait, sur le fait d'arriver à inspirer les gens, à faire en sorte qu'une entreprise ou qu'un leader soit plus inspirant. Simon Sinek, qui disait typiquement que les gens, en fait, n'achètent pas ce que vous faites. Mais pourquoi vous le faites ? Et donc, ce que vous faites, le quoi, je vais vous parler du cercle d'or qu'il a développé. Ce que vous faites prouve simplement ce en quoi vous croyez. Donc la raison d'être, c'est votre pourquoi. C'est en fait pourquoi est-ce que l'entreprise existe ? À quoi elle sert ? On verra qu'il y a quelques questions clés qui sont intéressantes à se poser pour déterminer une raison d'être qui a du sens. Et donc Simon Sinek a travaillé à exprimer, à illustrer ça par le cercle d'or, composé de 3 niveaux. Alors il a écrit dans un livre qui s'appelle Start with Why, donc il dit que tout simplement les entreprises qui sont les plus inspirantes ou les personnes qui sont les plus inspirantes fonctionnent généralement à l'envers des autres. C'est-à-dire que en fait, 100% des gens savent ce qu'ils font, la plupart savent comment elles le font, mais beaucoup moins savent pourquoi elles le font. Et donc, il donne différents exemples. Je vais l'illustrer tout simplement avec Apple, comme il le fait dans sa conférence, pour montrer à quel point, en fait, Apple, par exemple, est une entreprise qui fonctionnait à l'envers, qui partait du pourquoi, et qui ensuite a illustré ça à travers des comment et des pourquoi. Donc, le pourquoi, c'est votre cause. C'est en fait le but qui va vous motiver. C'est pourquoi existe l'entreprise, par exemple. Évidemment, on peut le faire à un niveau individuel comme au niveau de l'entreprise. Ça marche de la même façon. Quelle est sa mission dans l'entreprise ? À quoi sert mon poste ? Et donc, à quoi sert mon entreprise sur le marché ? Quelle est sa contribution au monde, etc., etc. Ensuite, le comment permet de se distinguer des autres, typiquement dans la manière dont je vais développer mes services, dont je vais proposer mes produits ou mes services. Donc le comment est plutôt un élément différenciateur et en tout cas quelque chose qui va décrire la façon dont vous y prenez. Et le quoi est la manifestation concrète de votre pourquoi, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que vous faites qui prouve votre pourquoi ?
quels sont les produits ou les services que vous proposez à vos clients, à vos utilisateurs, qui sont alignés, qui illustrent pourquoi vous existez. Si on prend l'exemple d'Apple, le quoi, alors je vais démarrer à l'envers. Merci Siri, c'est gentil, tu peux te rendormir. Donc le quoi, c'est vendre, en tout cas ce sont des ordinateurs, des cellulaires, des tablettes, d'accord, des écouteurs, etc., etc. Le comment d'Apple, c'est de le faire avec un design très soigné et en masquant la technologie par l'usage, de faire des produits les plus user-friendly possibles. Et le pourquoi, qu'il illustrait en fait quand Apple est rené avec le retour de Steve Jobs, c'est de laisser une trace dans l'univers en aidant les penseurs qui font avancer l'humanité et en remettant toujours en question le statu quo. Il l'illustrait à travers un petit manifeste, en fait, en s'adressant justement aux rebelles. Et vous vous souvenez sans doute de ces publicités avec les plus grands penseurs et les plus grands rebelles du siècle. Et donc, ça tend à prouver que les gens, en fait, Apple est connu parce que ils ont des utilisateurs et des acheteurs qui peuvent faire la queue pendant des heures pour pouvoir acheter un iPhone qu'ils pourraient trouver quelques semaines plus tard sur n'importe quelle étagère. Et les gens n'ont pas acheté Apple pour ses produits, mais en fait parce qu'ils se sont identifiés à la marque, à ses fondateurs, ou à ce qu'ils incarnent, en fait, ce qu'ils représentent, ce qu'ils peuvent exprimer. En fait, à une certaine époque, en tout cas, Apple était représenté un lifestyle, en quelque sorte. Et donc les gens qui voulaient s'identifier à ce style de vie, à cette façon de voir, pouvaient faire la queue pendant des heures et être très fiers de montrer qu'ils étaient parmi les premiers à acheter un produit Apple. Et donc c'est ce qui fait qu'on est parfaitement à l'aise pour pouvoir acheter n'importe quel type de produit qui vient d'Apple, tout simplement parce qu'ils sont en cohérence avec le pourquoi. D'autres entreprises ont essayé, comme des entreprises qui étaient tout à fait qualifiées et avaient parfois même de meilleures technologies qu'Apple, de proposer des produits différents. Et parfois, la plupart du temps, se sont cassés les dents parce qu'on ne comprenait pas pourquoi, en fait, Gateway, par exemple, ou Dell pouvait proposer des lecteurs MP3 alors que Dell était associé à un fabricant d'ordinateurs. Et d'ailleurs, Apple, je ne sais plus en quelle année, a changé le nom de son entreprise qui s'appelait Apple Computer, a fait enlever le computer, puisque en fait, c'était plus en lien avec sa raison d'être. Donc, tout ça pour illustrer que la raison d'être peut clairement être très stratégique et extrêmement discriminante en fait, dans la façon de concevoir ses produits, ses services, de faire le marketing de la marque, etc., etc. Il y a quelques questions clés qui sont intéressantes à se poser si on veut déterminer une raison d'être qui a du sens. En voici quelques-unes. Quelle est l'utilité de l'entreprise dans le monde? Est-ce qu'elle répond à un intérêt collectif? Est-ce qu'elle prend en compte le territoire sur lequel elle vit? Est-ce qu'elle est consciente des enjeux sociétaux et environnementaux liés à son activité? En bref, à quoi sert l'entreprise? Alors, je vais vous présenter quelques raisons d'être que j'ai pu trouver sur Internet, comme ça, simplement en surfant un peu. Et j'aimerais que vous me disiez si elle vous semble perfectible ou pas. Donc, si elle vous semble perfectible, si il vous semble qu'il manque quelque chose, je vous propose de lever la main. D'accord? Si vous levez la main, c'est que vous trouvez qu'il manque quelque chose, ou qu'en tout cas, elle pourrait être améliorée, ou que ce n'est pas pour vous une raison d'être. D'accord? Alors, commençons par la première société, peut-être la première société qui a publié sa raison d'être dès que la loi est sortie, la Maïf. La Maïf dit ça. Convaincu que seule une attention sincère portée à l'autre et au monde permet de garantir un réel mieux commun, nous la plaçons au cœur de chacun de nos engagements et de chacune de nos actions. C'est notre raison d'être. Ok, alors quelqu'un qui a levé la main, qu'est-ce qui vous semble manquer? En quoi est-ce qu'elle serait perfectible? Est-ce que c'est une raison d'être, tout simplement? Oui? D'accord. Donc les mots ne sont pas forcément intelligibles. Ouais, c'est une bonne question. Oui. D'accord. Un autre commentaire? Oui? Pour moi, c'est pas assez quantitatif parce qu'une
Ouais. Ça n'a pas grand intérêt, il n'y a aucune cohésion entre les personnes. D'accord. Donc après, alors c'est l'objet de la discussion, d'accord. Bon, pour moi, en tout cas, une raison d'être n'a pas forcément à être détaillée ou très précise. Elle a plutôt pour intérêt de porter les gens et de donner un cap quelque part, d'accord. Mais j'entends. Ok. Vous vouliez dire oui. Oui, je trouve que c'est un élément de culture générale de la société, donc c'est un Ouais. Ouais. C'est un moyen, un levier, mais je vois pas l'extension. Oui, en fait, on est plutôt sur le comment que sur le pourquoi là. D'accord. C'est-à-dire, là, ils disent comment ils ont envie de faire les choses, et pas pourquoi ils veulent, et pourquoi ils existent en fait. D'accord. Et d'ailleurs, normalement, quelque part, une entreprise qui sert complètement sa raison d'être, elle peut. Alors, évidemment, il faut l'associer à des objectifs, etc. Mais à un moment donné, elle doit pouvoir dire potentiellement, c'est bon, j'ai fini, j'ai atteint mon objectif. Et donc là, clairement, on peut pas le dire. D'accord. C'est-à-dire que là, on comprend en fait quelles sont leurs valeurs quelque part, qu'est-ce qui est vraiment important pour eux, mais on ne comprend pas pourquoi en fait ils font ça. Donc voilà, le pourquoi pour le coup là manque. Alors je vais illustrer avec un autre passage. Alors c'est extrait d'un site web d'une entreprise, on va dire concurrente. Alors j'ai flouté le logo, mais je pense que ça reste quand même assez visible. Et donc ils illustrent ils donnent un exemple en fait, un cas d'usage. Donc j'ai repris texto, vraiment mot à mot. Et donc ils disent ça. La clarification de la culture de l'entreprise met en lumière une puissante raison d'être jusque-là ignorée, celle d'être le numéro 1 de la convivialité au bureau, qui s'inscrit dans la tendance porteuse du bien-être au travail. Alors ok, c'est marketing, on surfe sur la vague, je veux bien. Oui, je vois une main qui se lève là-bas. Oui, allez-y, madame. Oui. Qu'est-ce qui vous... Ce qui m'interpelle, c'est que c'est davantage sur l'interne et c'est pas du tout un projet de société, c'est-à-dire que c'est l'entreprise pour la société au sens large. Ouais, la contribution n'apparaît pas, effectivement. La contribution, elle est intéressante parce que c'est ce qui fait la différence entre une mission qui peut être très descriptive et une cause noble, c'est-à-dire quel sens je donne à ça et en fait comment je contribue à la société. Ouais. Autre... oui. C'est le phénomène baby-foot opportuniste. Ça ressemble à ça, ouais. Ça ressemble un petit peu à ça. Et puis là, on n'est pas sur une raison d'être, on est sur une ambition. D'accord. Ce qui est encore différent. Alors après, on peut se mélanger, vision, ambition, objectif, raison d'être, cause noble. Il y a beaucoup de termes à démêler dans tout ça, mais en tout cas, là, on est clairement plutôt sur une ambition. Autre exemple, Décathlon. Alors, au moins, c'est clair. Là, il n'y a pas de mots compliqués. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça marche comme raison d'être? Ouais. Il manque le pourquoi, en fait. Encore une fois. D'accord? Oui, on comprend bien ils veulent que le sport soit partout et le rendre accessible à tout le monde. Mais le pourquoi, pour le coup, il pourrait être davantage développé. Est-ce que c'est vraiment porteur en interne? On peut se poser la question, en tout cas. Autre exemple, la Camif. Proposer des produits et services pour la maison au bénéfice de l'homme et de la planète. Ça fonctionne ou pas? Ouais. Il y a tout, on a le pourquoi. En tout cas, on comprend ce qu'ils font et on sait pourquoi ils le font. Alors, le pourquoi, il y a peut-être un grand écart entre les meubles et le bénéfice de l'homme et de la planète, mais on peut sans doute en trouver un. Google? Il y a un lien évident pour vous? Sur le confort, sur le bien-être? D'accord. Mais ils auraient pu le préciser pour le coup dans la raison d'être en disant sur l'éco-conception de leurs produits. Ça doit être ça. Vous avez raison. Google. Inventorier l'information mondiale de façon à la rendre accessible et utile à tous. Ça marche? Commerceau? Bah oui, forcément. Commerceau, éveiller les consciences et accompagner les organisations dans la valorisation des ressources pour un monde responsable et durable. C'est récent. On a tous les éléments. Autre client, ExoS.
inventer et développer des dispositifs d'optimisation énergétique de manière à démocratiser une mobilité propre. Ça parle? Alors c'est dans le domaine du transport routier en particulier, ce qui aurait pu être précisé. Mais il travaille sur ça. Alors, la raison d'être, il y avait une conférence d'ailleurs tout à l'heure intéressante sur le sujet, c'est clairement un processus d'émergence. Hein. L'idéal, c'est d'impliquer un maximum de parties prenantes, etc. Et ça ne se fait pas en claquant des doigts. Alors, on peut faire ça. Il y a plein de. Ça, c'est juste un exemple d'atelier. Enfin, en l'occurrence, de 2 ateliers qui ont été menés avec une entreprise qui illustre que, là, en période de Covid en particulier, même à distance, en fait, on peut arriver à animer des brainstorming. L'outil, on vous l'a présenté tout à l'heure, vous l'a présenté. En tout cas, il s'appelle Klaxoon. Hein. Je n'ai pas d'action chez Klaxoon, mais en tout cas, c'est un outil qui marche bien et qui permet justement de pouvoir gérer des brainstorming à distance et de faire émerger une raison d'être. Alors, deuxième étage de la fusée, là, on a quelque part défini le cap. Ça peut être intéressant de savoir où on en est. Et donc, sur ça, donc déterminer les enjeux prioritaires et puis quel est mon niveau de maturité par rapport à ces enjeux. Alors on peut se baser sur ce que la RSE nous propose, avec différents référentiels plus ou moins abscons, où on peut chercher à simplifier un peu ça. Et donc ce qu'on a cherché à faire, alors ça va avec le fait qu'on aime bien l'agilité, on aime bien les ateliers agiles, le travail collaboratif, etc. Et donc à simplifier autant que possible les choses. Et donc on est parti de la norme, pour voir comment on pouvait la simplifier et que ça reste parlant pour les dirigeants pour pouvoir déterminer quels étaient donc les enjeux prioritaires pour l'entreprise, de pouvoir confronter la perception et la vision des dirigeants sur ces enjeux-là et qu'ils puissent évaluer la maturité de l'entreprise sur ces différents enjeux. Donc on s'est basé sur 5 piliers. Hein. Je tiens à préciser, on ne l'a peut-être pas précisé, mais si jamais vous voulez récupérer les supports, ça pose aucun souci, il suffit de laisser votre carte de visite à Alexandra ici présente, et on se fera un plaisir de vous envoyer les supports. Donc gouvernance et management, la politique RH auprès des collaborateurs, l'impact des clients et la relation avec les fournisseurs notamment, tout ce qui est environnement, et les implications locales. Donc 5 grands enjeux, évidemment avec des sous-thématiques à l'intérieur, et l'idée c'est, une fois qu'on a identifié les enjeux prioritaires avec les clients, c'est de pouvoir aller un cran plus loin avec eux, et de pouvoir évaluer leur niveau de maturité. Et donc pour ça, on a croisé 2 modèles. On a croisé le modèle de la spirale dynamique, que peut-être certains ou certaines d'entre vous connaissent, qui est très intéressant parce que c'est un modèle vertical dans le sens où il permet de comprendre comment une entreprise évolue en fait, comment elle gagne, comment elle évolue dans ses niveaux de conscience, et donc de comprendre comment elle passe d'un niveau à l'autre. Et on a croisé ça avec les travaux tout simplement de Frédéric Laloux, qui lui-même s'était inspiré de la spirale dynamique pour l'appliquer dans le domaine de l'entreprise. Et on l'a étoffé, on l'a complété, on s'est inspiré, on a fait travailler de façon collaborative plusieurs coachs pour tirer la quintessence de leur expérience et des constats qu'ils pouvaient faire dans leur entreprise. Et donc ça donne 6 niveaux, qui sont illustrés là très brièvement. Alors on vous donnera un QR code à la fin, si vous voulez tester sur quelques questions le questionnaire, le diagnostic. On a pris quelques questions pour exemple. Alors, je ne vais pas passer de temps sur ça. L'idée, c'est vraiment de comprendre que le dernier niveau, ce que Frédéric Laloux appelle les entreprises opales, sont des entreprises qu'il appelle évolutives. Enfin, il parle d'un changement de paradigme. En fait, il parle de 4 changements de paradigme dans les entreprises opales. Il y en a un qui est l'autogouvernance, c'est-à-dire faire en sorte que les gens puissent se gouverner tout seuls, et donc faire en sorte que, qu'il y ait potentiellement moins de managers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de management, mais en tout cas, il y a moins de rôles managériaux. Ils sont davantage capables de se manager tout seuls, donc de se responsabiliser et de s'autonomiser. Il parle de motivation intrinsèque, donc comment activer les leviers de motivation internes aux personnes et aller au-delà du salaire, des primes, même de la reconnaissance. Donc, comment activer ces leviers-là ? Il parle également de plénitude. Il dit qu'en fait, il n'y a qu'une toute petite partie de nous-mêmes qui est acceptée dans l'entreprise. C'est-à-dire que si je caricature, vous avez 4 parties en vous. Il y a une partie spirituelle. On ne veut pas entendre parler des croyances dans l'entreprise. Il y a une partie émotionnelle. On n'est généralement pas très à l'aise avec les émotions encore.
Il y a une partie intuitive, danger, et il y a la partie rationnelle, et c'est en fait à peu près celle-ci seulement qui est acceptée dans l'entreprise. Donc il explique que ces entreprises-là acceptent les personnes telles qu'elles sont. Hein. Je suis désolé, c'est le slogan de McDo. Venez comme vous êtes, mais c'est un peu ça l'idée. Alors maintenant c'est revenez comme vous êtes. Mais en tout cas c'est ça, d'accord. Et donc c'est d'accepter les personnes dans leur entièreté, avec leurs craintes, leurs faiblesses, voilà, leur partie profonde et pas seulement leur ego. Et enfin il parle de raison d'être évolutive. Et il cite un exemple très intéressant, il cite l'exemple de Buurtzorg, qui est une entreprise qui fait du soin à domicile, qui est basée aux Pays-Bas. Je n'avais pas prévu, mais je vais vous la présenter en 2 mots. Midi 57, je me dépêche. Donc c'est une entreprise qui fait du soin à domicile. Je vous fais la genèse très rapidement. Dans les années 90, la sécurité sociale des Pays-Bas se dit ça nous coûte trop cher. Il y a des infirmières partout, dans tous les étages d'immeubles, etc., dans tous les quartiers. Et donc ils essayent de rationaliser ça. Et donc il y a des structures privées qui se créent. Ils font du total quality management. Ils mesurent le temps des actes, combien pour mettre un bandage, un bas de contention, etc. Et donc ils optimisent les tournées des infirmières de sorte que ils se disent on va gagner de l'argent. Et donc ils gagnent un peu d'argent. Mais il y a 2 contreparties importantes. C'est que en fait les clients sont mécontents. Parce qu'ils ont plein de gens, en fait, ils n'ont plus une seule interlocutrice ou un seul interlocuteur, ils ont plein d'infirmiers ou d'infirmières qui viennent chez eux, qui rentrent dans leur intimité, à qui ils sont obligés de réexpliquer ce qu'ils ont, etc., et qui arrivent en courant et qui repartent en courant, en gros. Et forcément, de la satisfaction du côté des infirmières, qui ont l'impression d'être à l'usine et de perdre la partie la plus importante ou la plus intéressante de leur job, à savoir l'humain. Et donc, à un moment donné, il y a un directeur régional d'une de ces nouvelles entités qui sort du lot et qui sort du jeu. Il se dit, on marche sur la tête. Donc, il recrée une structure et il démarre avec une équipe de 4 personnes. Et il leur dit, comme seule consigne, vous prenez le temps que vous voulez. Faites en sorte que les gens, vos patients, vos clients, redeviennent autonomes le plus vite possible. On pourrait faire un lien avec le management, d'ailleurs. Et donc, tous les moyens que vous considérez bons pour ça sont à votre discrétion. Et il les laisse faire. Il ne leur donne pas plus de consignes que ça. Et ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, ils reviennent quelque part aux fondamentaux de la relation de soins avec les patients. Et ça marche tellement bien qu'en fait, ils commencent à recruter rapidement. Alors, j'ai l'habitude de poser la question à l'auditoire. Alors, ça s'est créé en 2007, d'accord ? La sécurité sociale, pendant une quinzaine d'années, en gros, a rationalisé tout ça, a créé des strates, voilà, comme on peut le savoir, mis en place des pyramides, tout ce que vous voulez. Et donc, Buurtzorg a été créé en 2007, donc une dizaine d'années après à peu près. À votre avis, on va partir de 2017, je n'ai pas les chiffres les plus récents. À votre avis, ils sont combien dans une entreprise comme celle-ci, sachant qu'il n'y a aucun manager, il n'y a que des coachs en fait, à disposition d'équipes autonomes. À votre avis, combien de personnes peuvent travailler chez Buurtzorg aujourd'hui ? 2000 à ma gauche. 2000 en 10 ans, donc en dizaine d'années, sans qu'il y ait de structure pyramidale mise en place. Combien ? 3000, un peu plus. Bon, je vais briser le suspense, ils sont plus de 12 000 aujourd'hui. 75% des infirmières travaillent chez Buurtzorg aux Pays-Bas. Et donc Buurtzorg a d'ailleurs fait un livre blanc pour expliquer comment ils ont créé leur société, etc. Jos de Blok, qui est le dirigeant de Buurtzorg, passe en fait l'essentiel de son temps à former ses concurrents. Parce que c'est sa conviction que c'est la bonne façon de faire, et donc il fait grossir le gâteau quelque part. Alors, c'est pas là où je voulais en venir. Là où je voulais en venir, c'est qu'à un moment donné, il y a une équipe qui travaille beaucoup avec les maisons de retraite et qui est donc confrontée à un mal récurrent, qui est celui de la fracture du col de fémur. Et donc, l'équipe se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de prévenir ça, plutôt que simplement le guérir ? Et ils cherchent, et en fait, ils prennent connaissance d'une nouvelle approche, enfin, une nouvelle approche en tout cas peu connue, l'ergothérapie, qui travaille sur la posture. Et ils se disent, ça pourrait marcher. Et donc, ils créent un programme d'accompagnement avec un ergothérapeute, et ils testent. Ils vont dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, etc. Et ça fonctionne très bien. Les résultats sont assez spectaculaires. Et donc, ils contactent Jos de Blok en disant, il faut absolument que Buurtzorg intègre ça dans son offre. À votre avis, que répond Jos de Blok ? Et il dit, c'est pas à moi d'en décider. Ça a l'air très bien, mais je vous propose de rédiger 1 page, 2 pages maximum, où vous expliquez ce que vous avez réussi à mettre en place, et on la met sur l'intranet, puis on voit si ça prend ou pas. D'accord ? Il fait de la pollinisation, en fait. Et donc, c'est ce que fait l'équipe. Dans les semaines qui suivent, de plus en plus d'autres équipes les contactent pour mieux comprendre, pouvoir être formés, etc. Et donc là, la structure se met au service de l'équipe, et donc décide de les rémunérer pour former les autres équipes, plutôt qu'à faire des actes, en se disant que ça va produire plus de valeur pour l'entreprise dans son ensemble.
90% des équipes, 6 mois plus tard, ont monté un programme avec un ergothérapeute. Et Buurtzorg, sans qu'il y ait eu aucune décision centralisée, a fait évoluer son business model et son offre en intégrant Buurtzorg Plus dans son offre, encore une fois sans qu'il y ait aucune décision centralisée. Et donc en remettant en cause, en faisant évoluer sa raison d'être, en partant du terrain. Donc voilà ce que Frédéric Laloux illustre comme une raison d'être évolutive, en partant du principe que l'entreprise est un organisme vivant et pas une machine, comme la plupart des dirigeants peuvent le penser, et que donc c'est intéressant que de temps en temps la tête se mette à l'écoute du corps. Voilà, pour faire bref. Très très belle transition avec ce qu'on a pu faire avec Commerceau sur justement la mise en place un changement de paradigme. Tout à fait. On peut l'appeler comme ça. Céline ? Puisque en fait le but c'est d'embarquer les gens. Au bout d'un moment, ok, on sait où on en est, mais comment on embarque les forces vives de l'entreprise. Et donc un format possible pour ça, c'est de faire un hackathon. Alors, en quoi est-ce que ça a consisté, Céline ? Si on prend le contexte. Effectivement, nous, on est donc un peu moins de 40 maintenant. On était en période de levée de fonds. Donc la levée de fonds dans les startups, c'est toujours en général très focalisé sur la partie des dirigeants. Et en fait, on avait envie d'embarquer les équipes et de leur donner le sens autour de ça. Donc en collaboration avec Exalt, qui nous a proposé de faire un hackathon. Donc un hackathon, normalement, ça dure 24 heures. 24 heures. Donc là, on a fait ça sur un peu moins de 12 heures pour adapter le schéma. Et donc, effectivement, notre problématique, c'était comment est-ce qu'on embarque les équipes dans un projet plus global pour passer effectivement à une vitesse supérieure. Donc, en fait, on a travaillé sur différents ateliers. On leur a proposé différents thèmes qui se sont appropriés. En amont, on avait interroger l'intégralité de nos parties prenantes. Donc, ça veut dire qu'on a fait des interviews de nos clients, de nos associations, des collaborateurs pour essayer d'identifier effectivement quels étaient les axes de travail. Les équipes se sont mélangées par service et ont travaillé sur différents sujets. Et en fait, chaque équipe a restitué. Donc, le principe du hackathon, c'est un principe de business plan très accéléré. Donc, en fait, c'est une idée, des moyens, pourquoi on veut y aller, comment on veut y aller, de quoi on a besoin. Les équipes se sont auto-constituées et de façon très autonome sur les sujets qui les portaient. Et derrière, en fin de journée, donc, les membres du comité de direction étaient jury pour évaluer si les projets, effectivement, avaient un intérêt et étaient viables à l'avenir. Nos attentes sur ce sujet-là, c'était on voulait faire quelque chose de ludique et néanmoins d'efficient, parce que c'est effectivement les deux attentes qu'on avait. Depuis qu'on travaille sur ces sujets-là d'agilité, on est beaucoup dans le collaboratif. Donc le collaboratif, c'est effectivement, ça apporte beaucoup de bien-être. Ça peut être parfois un peu plus long, néanmoins, on va forcément plus loin. Et en fait, on a été agréablement surpris de la journée. Donc évidemment, les gens ont pris du plaisir dans l'exercice parce que tout le monde a plein d'idées et 35 cerveaux, c'est toujours plus efficace que 5 ou 6. Et en fait, ça a été assez loin parce qu'en fait, donc notre raison d'être il y a quelques années était vraiment assez pratico-pratique, donc sur comment est-ce que je valorise un produit qui sort de son schéma classique de vente. Donc nous, on fait du don aux associations, on fait de la valorisation des déchets, on est sur différents schémas. Et en fait, à l'issue de cette journée, ce qui a été très porteur, c'est que en fait, ça nous a amené à revoir l'intégralité de notre raison d'être et aller beaucoup plus loin. Et en fait, les équipes ont été plus qu'embarquées parce qu'elles ont proposé des sujets qu'on n'avait pas imaginés, pas osé initier. Et voilà, c'est toute la force de travailler en équipe puisque elles ont, le sujet nous a dépassés, mais dans le bon sens du terme. Et donc, à l'issue de cette journée, on a eu différents projets sur lesquels on a alloué effectivement un suivi, un mode projet avec un certain nombre de ressources et derrière aller voir aussi les investisseurs pour leur montrer les idées qu'on avait dans le cadre de notre levée. Donc ça a été effectivement très efficace, à la fois dans le court terme de façon très efficiente sur les projets, mais aussi forcément dans l'état d'esprit que ça insuffle à l'entreprise sur le niveau de collaboration et d'implication. Merci Céline. Donc voilà un exemple en fait d'un séminaire rapide, donc sur une journée de 8h à 20h, c'était, si je me souviens bien, et qui a permis d'embarquer toutes les équipes sur
tout simplement l'avenir de l'entreprise et construire l'entreprise de demain avec, comme j'ai un deuxième effet qui se coule, une remise en cause de la raison d'être qui a justement justifié de retravailler sur ça après. Voilà ce que je pouvais vous dire, ce qu'on pouvait vous dire sur cette thématique-là. On est à disposition pour vos questions. On vous laisse garder un petit peu de temps. Il est 13h07. On a un peu moins de 10 minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà, allez-y, oui. Dans l'hackathon et dans même la construction de sens et de son entreprise, et l'hackathon en particulier, c'est une manière de l'animer. Est-ce que vous allez chercher des compétences, ou en tout cas dans vos parties prenantes, des gens qui ne sont pas du tout de votre secteur, qui ne sont pas du tout issus de vos problématiques pour enrichir la démarche? Et si vous le faites, est-ce que ça vous apporte quelque chose ou est-ce que c'est plutôt perturbant? Idéalement, on aurait souhaité le faire en physique, donc c'était avant le Covid, mais on voulait faire venir un client, on voulait faire venir une association, parce qu'effectivement, ils limitent leur soumettre un petit peu en live les idées. C'était l'idée, on n'a pas réussi à le faire, et c'est pour ça qu'en fait, on a fait toute cette partie d'interrogation en amont sur des questionnaires, en fait, assez qualitatifs, sur lesquels on a vraiment essayé de s'intéresser à effectivement le besoin client et le besoin des parties prenantes, parce qu'il y a un risque de fonctionner un peu en vase clos. Donc l'idéal, c'est effectivement de faire venir franchement des gens qui sont... et de les mettre quasiment dans le membre du jury. Nous, on aurait voulu aller... Vous allez jusque-là. Exactement. Ouais, c'était l'idée. Ouais. C'était, alors après, il faut des clients partenaires et des associations partenaires, mais c'était le but, ouais. Et la raison d'être, est-ce qu'elle se bâtit aussi à un moment donné en allant solliciter largement les parties prenantes externes? C'est un bon point. C'est un vrai questionnement. Pour le coup, on a toujours travaillé d'abord avec l'entreprise sans solliciter dès le départ, en fait, à l'origine, les parties prenantes. Par contre, on a bien confronté les parties prenantes à la raison d'être qui sera définie par l'entreprise, en intégrant les managers, les employés, etc. Donc, c'est par cercle concentrique. D'abord les gens en interne, et puis ensuite les dirigeants, les managers, les employés, et puis après potentiellement des partenaires, des clients, pour tout simplement confronter ça en disant est-ce que ça vous parle, est-ce que vous avez l'impression que l'entreprise honore sa raison d'être ou pas, quoi, ou est-ce que c'est en décalage avec ce que vous pouvez percevoir de l'entreprise. Plus en validation. Oui, plus en validation aujourd'hui. Ouais. On ne les a pas impliqués dans le processus d'émergence à l'origine. On les a impliqués dans la construction de la charte des valeurs. Oui, par contre, on a fait ça. Ouais. Voilà, avec clients, fournisseurs, fournisseurs proches, fournisseurs de cercle 2, les clients. Tout à fait. Voilà. Charte de valeur qui vient illustrer, qui est sur le comment. En fait, la charte de valeur, elle est sur le comment. C'est vraiment les tâches d'après sur qu'est-ce qui est important, quels sont les drivers pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de valoriser, qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence, puisque la raison d'être n'est pas forcément différenciante. On a l'impression que la raison d'être, elle doit être différenciante, pas forcément. C'est les comment, en fait, qui vont être différenciants. D'autres questions? Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que ce n'était pas tout à fait la même chose, la ambition, raison d'être, vision. Est-ce que vous pourriez revenir dessus pour vous, c'est quoi les nuances? Oui, alors on pourrait débattre pendant une journée sur ça, mais... 2 jours même. D'abord, on éloigne. En fait, je vais commencer par la vision, parce que très souvent, en fait, sur la vision, on n'est pas d'accord. Donc souvent, on confond d'abord vision et ambition. C'est-à-dire souvent, en fait, la vision, si on demande la vision à une entreprise, c'est de dire je veux être le leader mondial de, etc., sur tel secteur, ce qui est en fait une ambition et qui est surtout un vœu pieux, d'accord. Et donc, ça nous intéresse pas beaucoup d'avoir un claim. Marketing. Et donc, pour nous, la vision, c'est on va questionner les dirigeants sur comment ils voient leur monde dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. À quoi ils voudraient que le monde ressemble, ou quelle est leur conviction, en tout cas, par rapport à ça. Parce que ça va donner un cap. C'est-à-dire qu'ensuite, on va travailler sur le pourquoi. Le pourquoi, ça va être leur contribution pour faire en sorte que cette vision se concrétise. Et comme ça, pour le coup, ça nous semble beaucoup plus porteur. Et je vais en rester là sur le débat. Ça répond à votre question quand même? Oui. D'autres questions? Interrogations par rapport à ce que... Alors je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. J'ai vu une main, il m'a semblé voir une main se lever à droite. Non? Alors allez-y. La raison d'être, de plus en plus, on voit des entreprises qui l'incarnent à travers son dirigeant. Oui. C'est l'histoire de Apple, etc. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le star system où à un moment donné, les ambitions personnelles d'un individu
aime là une espèce d'ego masqué finalement, une entreprise qui n'a pas tellement envie de bouger ou qui est très ancrée dans les années 80, ce que j'appelle années 80, avec un dirigeant fort et finalement voilà. Donc c'est clairement le risque, hein. Ouais, c'est clairement le risque. C'est d'autant plus le risque quand le dirigeant initialement prend un risque, c'est-à-dire veut bousculer un peu, enfin voilà, avec des convictions très fortes. Et s'il est le seul à les porter, bah, dès qu'il part, en fait, ça s'écroule. Donc il y a vraiment il y a un véritable enjeu sur la transmission et sur l'incarnation du pourquoi et des valeurs qui vont avec à tout le reste de l'entreprise. C'est pour ça que c'est forcément plus intéressant d'impliquer le plus en amont possible l'ensemble des parties prenantes internes à l'entreprise pour qu'en fait tout simplement ils s'approprient cette raison d'être, les valeurs qui vont avec, etc., qu'ils les portent. Et tout à l'heure Alexandra a évoqué la charte de valeurs. On est très attentif à ce qu'une charte de valeurs ne soit pas qu'une liste de mots, mais que ça soit traduit en termes de comportements observables au sein de l'entreprise et qu'on puisse savoir ce qu'on doit valoriser et à contrario ce qu'on ne veut plus voir dans l'entreprise. Donc les comportements observables positifs et on va dire enfin qui sont alignés avec la raison d'être et les valeurs et ceux qu'on voudrait bannir de l'entreprise. Donc tout ça pour dire oui, c'est un risque clairement, il faut faire attention à ça. Alors, il y a eu plein d'ouvrages sur le sujet qui montrent qu'en fait, les entreprises qui arrivent à rester excellentes, à persévérer dans l'excellence, en fait, sont celles qui ont le mieux réussi à transmettre ça au reste des employés dans l'entreprise. C'est un challenge, et pour nous, en tout cas, ça passe par la co-construction et la confrontation avec les parties prenantes. Oui ? Je vois juste en bas là, devenir entreprise agile l'idée du siècle. Est-ce qu'il y a un consensus sur ce que ça veut dire une entreprise agile? Alors, sans aucun doute pas. Non, il y a d'ailleurs plein d'idées reçues sur ce qu'est l'agilité. Hein. Donc là, c'était pas le thème central de la conférence. Et donc, je sais pas quelle est votre définition d'ailleurs de l'agilité, puisque vous posez la question. C'est quoi pour vous? Je pose la question simplement parce que j'avais travaillé dans une entreprise qui appliquait la méthode SAFE. D'accord. Et j'avais œuvré pour l'implémentation de la RSE dans la méthode SAFE. D'accord. Alors les ayatollahs de l'agilité vous diront que SAFE, c'est pas de l'agilité, mais... Et je vois aussi par ailleurs, donc je viens du monde de Airbus, Mhm. où le terme agile est utilisé À toutes les sauces. à tort pour tais-toi et adapte-toi. Oui, c'est ça, c'est une baguette magique en fait. Et Tais-toi, sois agile. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Quel est le Alors, il me reste 30 secondes, donc je vais relever le challenge. En fait, je vais le faire comme ça. Une équipe agile, c'est une équipe sur le principe qui est auto-organisée, autonome et responsable. D'accord? Pour que ça puisse être le cas, il faut que le management suive. Et donc, il faut que le management passe de pouvoir sur en pouvoir pour. C'est-à-dire qu'ils se mettent, on parle de servant leadership, il faut que le management se mette au service des équipes. Et donc, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire se focalise sur le quoi et le pourquoi, donc donne du sens et précise les résultats qu'ils souhaitent atteindre, mais laisse les équipes libres du comment. Si elles ont les compétences, c'est que l'organisation est claire, que chaque personne sait ce qu'on attend de lui, ce qu'on attend d'elle, eh ben, ils doivent être capables de faire tout seuls. D'accord ? Et donc, ensuite, on peut monter encore d'un cran sur la gouvernance agile. Donc là, c'est simplement qu'on fait en sorte que tous les composants de l'entreprise soient agiles à leur tour. C'est-à-dire qu'en gros, et c'est pour ça qu'on dit que l'agilité est actuellement la meilleure réponse à la complexité, c'est que si on veut mieux gérer la complexité, il faut activer un maximum de cerveaux. Et donc l'agilité est un excellent vecteur pour activer un maximum de cerveaux, faire en sorte que les gens comprennent bien ce qui est attendu d'eux, sachent s'organiser, sachent capter le changement le plus rapidement possible et surtout qu'ils aient le pouvoir de décision pour s'adapter et agir. 30 secondes, hein. Je suis pas mal, un peu plus, mais ça répond à la question. Tu dis souvent, Laurent, en un mot, l'agilité, c'est le bon sens en action. Ouais. J'aime beaucoup. C'est ça. Voilà, quand on accompagne nos clients, c'est ça, c'est du bon sens. Voilà, c'est du bon sens. Et d'ailleurs, pour boucler sur le thème de la conférence, hein, on dit la RSE doit disparaître, l'agilité devrait disparaître aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on parle d'agilité parce que les équipes ne fonctionnent pas encore de façon agile et avec pas suffisamment de bon sens. Donc l'agilité devrait disparaître logiquement. En même temps que la RSE, plus les entreprises deviendront responsables et plus elles sauront fonctionner de façon
souples, fluides, en faisant confiance à leurs salariés. Moi, on parlera d'agilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour À très bientôt. votre présence. Merci encore. Merci bien. Merci. Donc je vous rappelle, si vous souhaitez les supports, Avec plaisir, voilà, avec plaisir. la carte de visite. Est-ce que vous voulez une petite carte de paiement au cas où Avec plaisir. Merci à vous, monsieur. Merci. Bonjour. Je vais remettre mon masque, c'est ça